Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur UC2M News. Merci de nous suivre en direct sur UC2M TV, YouTube, Twitter et très vite sur les réseaux partenaires Sciences Po Alumni, la veille de Presse Info Plus et Manager Santé. Vous pouvez dès à présent et dès maintenant poser vos questions à nos invités sur les comptes YouTube et Twitter de l'UC2M, Université du Change Management en médecine. Nous traitons ici, comme il se doit et comme nous avons l'habitude de le faire, des questions d'organisation de la santé. Aujourd'hui, ce jeudi 9 avril à 18h30, en pleine actualité épidémique et sanitaire, nous abordons les questions politiques liées au coronavirus en Europe et dans le monde. Le titre de notre émission est Covid-19, allô l'Europe. Aujourd'hui, nous recevons avec beaucoup de plaisir le professeur Véronique Trier-Lenoir. Vous êtes Véronique Trier-Lenoir, députée européenne et aussi médecin et cancérologue à Lyon. Giuliano D'Ampoli, vous êtes éditorialiste franco-italien. Vous êtes le président du think tank européen Volta et vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui a fait sensation il y a juste un an. Que vous l'avez écrit chez Lattès, Les ingénieurs du chaos. Nous en parlerons ensemble. Et Pierre de Gasquet, vous êtes journaliste et grand reporter aux Échos. Et nous avons notre attention, Pierre de Gasquet, a été attiré notamment par un article assez long que vous avez écrit très récemment dans les Échos du week-end. Vous avez été le correspondant des Échos à Rome, à Milan, je crois également, et à New York. Tout de suite, je voudrais rendre un hommage, et nous dédions cette émission, à la mémoire d'une personnalité attachante. Il aurait été un heureux et brillant invité de l'UC2M. Nous pensons à l'économiste de la santé, Claude Le Pen, qui est décédé cette semaine. Ma première question, madame, messieurs, c'est comment chacun d'entre vous vivez cette crise, cette période, et qu'est-ce qu'elle révèle ou relève pour vous, qu'est-ce qu'elle révèle des professionnels de santé engagés dans la lutte contre le coronavirus, mais également que révèle-t-elle pour les pays et pour les citoyens de ces pays, les citoyens européens. Véronique Trier-Lenoir, d'abord peut-être comme médecin et députée européenne. Bien sûr, comme médecin, je suis en contact permanent avec les équipes médicales de mon service, qui se trouve être un service de cancérologie. Et les patients atteints de cancer subissent actuellement la double peine de leur maladie chronique et du risque que comporte pour eux le Covid-virus. Je vis comme médecin, comme députée européenne, cette crise comme un crash test. Crash test pour les systèmes de santé, qui surmonte l'épreuve de manière variable selon les circonstances, mais qui aussi, et je le vois dans mon activité de télétravail, vont forcément évoluer, en particulier dans le domaine de la télémédecine, qui a fait un bond absolument prodigieux depuis 3 semaines. Je suis sûre qu'on en reparlera, mais cette crise est actuellement évidemment un crash test pour l'Union européenne, qui a, comme toutes les organisations et tous les pays, eu une épreuve de tétanisation initiale, de sidération complète, qui petit à petit, je trouve, donne des signes de meilleure respiration, si je peux dire. Et pour l'Union européenne également, il y a une opportunité à ne pas manquer de construire enfin l'Europe de la santé, mais j'espère aussi qu'on en reparlera. Au sein de votre groupe politique, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée européenne, vous avez en charge au sein de la République en marche de la santé, du secteur de la santé? Alors, de la République en marche, non. Au Parlement européen, c'est le groupe Renew, qui est le groupe centriste, dans lequel il y a des représentants de la République en marche, mais aussi de mouvements comme Agir, comme le MoDem. Nous portons évidemment au sein de ce groupe des propositions
de sortie de crise qui s'organisent en mesures de court terme, qui rejoignent ce qu'a tenté de faire la Commission européenne en termes d'achats groupés, en termes d'organisation de la solidarité autour des transferts de patients, en termes de réserve de médicaments. Et puis nous portons surtout un projet de moyen et long terme qui doit s'articuler sur une nouvelle solidarité européenne, sur des nouveaux moyens donnés aux outils européens pour être actifs, parce que les outils existent. Ce qui manque, ce ne sont pas les outils, ce sont les compétences et les moyens des agences et la capacité d'activer les outils en matière d'urgence. Et puis, bien évidemment, comme les autres groupes, un projet de recherche à l'échelle européenne qui est probablement ce qui sera le plus simple à mettre en œuvre. Nous allons avec vous décliner tous ces points importants tout au long de notre entretien. Pierre de Gasquet, je disais que nous nous interrogions sur la manière dont les pays, notamment, ont enregistré ou en tout cas abordé cette crise de manière assez différente. Et j'ai été très frappé parce que dans votre article auquel je faisais référence il y a quelques instants, vous disiez à propos de l'Italie, peut-être également de son président du Conseil, mais en tout cas à propos de l'Italie, vous disiez que l'Italie était le pompier expérimental de l'Europe. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Oui, tout à fait. Ça, c'est une évidence en termes de temporalité, c'est-à-dire que l'Italie a été touchée en premier en Europe, et donc c'est un peu le canari dans la mine de charbon. Ah oui, c'était assez joli comme expression. Un économiste. Et alors évidemment, pour moi qui ai vécu une dizaine d'années en Italie et qui a un lien très fort avec ce pays que j'aime beaucoup, c'est vraiment une souffrance évidemment de voir ce pays touché de plein fouet, parce que en fait, on a bien vu que la Lombardie a payé déjà un lourd tribut à cette pandémie, mais c'est aussi évidemment un crash test, pour reprendre l'expression de la députée, de Madame la députée, pour la relation franco-italienne aussi, et pour l'Union européenne évidemment. Et alors évidemment, vous faisiez allusion à cette enquête que j'ai faite, confinée d'ailleurs, mais bon, j'avais quand même posé des jalons sur ce modèle italien de réponse qui n'est pas parfait évidemment, et je crois qu'on en parlera avec Giuliano da Empoli, qui a été un observateur extrêmement éveillé et précoce sur ce sujet. C'est évidemment la question des leçons que l'on peut tirer de ces tâtonnements italiens. Est-ce qu'ils ont été tirés? Est-ce que l'Italie a tiré elle-même les leçons de l'expérience chinoise avant nous? Tout le problème est là, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de temporalité très intéressante avec des vagues qui se succèdent, et un besoin évident de partager ces expériences, d'avoir un échange permanent pour pouvoir réagir au meilleur moment. Nous allons tenter d'aller au bout de ces analyses. Giuliano da Empoli, donc puisque vous êtes éveillé, précoce, éveillé, je dirais que vous êtes également engagé, en tout cas et attentif à ces évolutions. Alors, sur la situation de votre pays que nous avons effectivement suivi, on a déjà fait une première émission sur l'Italie, notamment avec des acteurs italiens, mais également peut-être dégager un petit peu sur des comparaisons. En tout cas, qu'est-ce que cela révèle à votre avis de cette crise? Révèle quoi de l'état de nos pays et de ses citoyens? Vous savez, Paul Virilio, un philosophe français, disait que nous sommes sortis de la période révolutionnaire et nous sommes entrés dans une période révélationnaire. Et il est vrai que aujourd'hui, cette crise, de ce point de vue-là, est tout à fait extraordinaire, parce que on découvre énormément de choses autour de nous. À partir de la hiérarchie de nos sociétés qui ressort complètement bousculée, bouleversée
de cette phase, parce qu'on voit bien que les personnes les plus essentielles ne sont peut-être pas nécessairement celles que l'on croyait. Et je crois qu'il y a un peu partout une sorte de comme ça de crise existentielle qui se met en place et elle se met en place aussi dans les relations entre pays. Moi, personnellement, j'ai vu énormément de choses très belles qui se sont passées au cours de ces dernières semaines en Italie, en France et entre la France et l'Italie. Mais je dois dire quand même que la sensation qui domine pour moi reste quand même un peu le choc de voir jusqu'à quel point nos sociétés sont au fond séparées, éloignées. Beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé. C'est-à-dire, comme vous le disiez et comme le disait Pierre de Gasquet, si l'Italie a été un peu le canari dans la mine, c'est un canari, à mon avis, qui n'a surprenamment dont la mort, parce que ce canari-là est mort. On a bien vu que l'Italie a été frappée de plein fouet par l'épidémie. Et pourtant, cela n'a pas véritablement provoqué de réaction, disons, instinctuelle dans d'autres pays européens, dans les dirigeants d'autres pays européens, tant qu'ils n'ont pas été frappés eux-mêmes Eux-mêmes. par le même phénomène. Et donc, toutes les erreurs qui ont été faites en Italie, et l'Italie, justement, était un peu le premier pays parce qu'en réalité, les informations que nous avions de la Chine étaient quand même très fragmentaires, très peu précises. Donc, il n'y avait pas d'expérience européenne ou proche avant l'expérience italienne. Eh bien, tout ça a été vécu au début presque comme une spécificité italienne, comme quelque chose qui ne regardait que et ne touchait que les Italiens. Et donc, sauf que à distance d'une semaine, 10 jours, 15 jours, on a vu se reproduire un peu les mêmes choses On avec se les voilait mêmes la face. réactions et les mêmes erreurs presque partout. Et donc, c'est vraiment une sensation un peu de distance quand même que je D'accord. garde comme première révélation de cette crise. Oui, ça doit être assez pénible à supporter pour quelqu'un qui est entre la France et l'Italie. Je vous propose, les uns et les autres et nos internautes, de regarder un court reportage sur l'Europe. Une petite césure, si vous le plaît bien. L'Europe du Sud est la plus touchée, Italie, Espagne, France. L'Europe du Nord a semblé, dans un premier temps, davantage préservée, certains pays faisant même le pari de l'immunité collective. Ce fut le cas notamment de la Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, grosso modo, tous les pays ont adopté des mesures de confinement plus ou moins strictes. Et des chiffres qui, dans leur ensemble, repartent à la hausse. L'Espagne a communiqué ce matin son dernier bilan officiel. 743 nouveaux décès enregistrés dans le pays ces dernières 24 heures. 637 la veille, des chiffres qui repartent donc vers le haut. On se réjouissait hier encore d'un 4e jour consécutif de baisse. Ailleurs en Europe, la tendance est visiblement similaire. La situation semble s'approcher de ce qu'on peut appeler un pic ou un plateau. Et ça, c'est l'avenir, les prochains jours qui nous diront vers quel type de scénario nous allons. Nous observons aussi une diminution du nombre de personnes qui restent hospitalisées. La situation dans les hôpitaux, également dans les maisons de repos, reste particulièrement difficile. Il est donc important de maintenir les efforts que nous faisons. Bonjour. La tendance, on vient de le voir, globalement, est au recul. Les chiffres vont plutôt, a priori, évidemment, il faut rester prudent dans le bon sens. Oui, il faut absolument rester prudent, Elisabeth, et évidemment, ces chiffres amènent tout de suite une lueur d'espoir partout en Europe. Évidemment, la question de la dette aussi qui est posée par les États. Alors, Ursula von der Leyen, elle est allemande, mais ça ne veut pas dire que son pays, l'Allemagne, suive sa générosité, suive aussi son idée qu'il faille être solidaire, toujours pas envie de, effectivement, payer pour les pays les plus entêtés, c'est-à-dire les pays du Sud. Bref, effectivement, l'Europe aujourd'hui est très sollicitée dans sa fragilité.
il faut faire attention, soit elle peut se consolider, soit effectivement elle peut s'éclater. Le problème est posé. Comment les uns et les autres se comportent selon vous, nos dirigeants européens? Comment, et notamment Pierre de Gasquet, comment en Italie s'organise le pilotage, notamment entre l'État et les régions? Je pense que Giuliano d'Ampoli a également un avis sur la question. Pierre de Gasquet d'abord. Oui, bah écoutez, donc en fait, on a été relativement surpris de voir que les Italiens d'abord ont géré la crise avec une certaine solidarité, même s'il y a cette répartition des compétences entre l'État et les régions qui complique un peu le jeu en Italie, puisque vous savez que la santé relève essentiellement de la compétence régionale depuis 2001 et même avant, mais le référendum, c'était 2001, sous le gouvernement de Berlusconi II d'ailleurs, il y a eu cette répartition, et donc ce sont les régions qui ont une compétence de principe sur la gestion et le financement de la santé. Donc évidemment, ça complique un peu les choses. Mais c'est là que c'est très intéressant de comparer avec la France, parce qu'évidemment, c'est à la fois un handicap potentiel pour l'Italie, parce que disons qu'il y a une diversité de centres de décision, mais peut-être aussi une forme de flexibilité. Et on est en train de le voir aujourd'hui avec des régions comme la Lombardie, la Vénétie, qui ont des stratégies différentes et qui ont rencontré d'ailleurs des résultats assez divers. La Vénétie étant un modèle assez performant, du moins jusqu'ici. Après, au niveau politique, je dirais que la surprise, c'était pas seulement le civisme des Italiens, qui effectivement ont respecté le confinement jusqu'ici, malgré quelques cafouillages au début, comme partout d'ailleurs. C'est aussi une forme d'unité nationale, puisque malgré quelques voix plus ou moins discordantes, on peut dire que le soutien au président du Conseil actuel, Giuseppe Conte, est assez massif dans l'opinion publique, et il s'est révélé, c'était là tout le sens de mon propos, un gestionnaire de crise relativement habile. C'est votre sentiment, Giuliano d'Ampoli? Vous êtes peut-être plus réservé, non? À la fois sur Monsieur Conte, et puis, puisque vous avez la parole et que le temps passe, peut-être un jugement sur les autres responsables politiques, Monsieur Macron, Madame Merkel, très rapidement en quelques mots. Et pour compléter, est-ce que effectivement les critiques, ou en tout cas les polémiques que nous connaissons en France, parfois très rudes et puis très changeantes, en réalité d'un jour à l'autre, est-ce que vous les avez perçues vous aussi, alors en Italie, dans votre pays d'origine, mais également en Allemagne ou dans les autres pays européens? Rapidement, écoutez, sur Monsieur Conte, comme Pierre de Gasquet l'a écrit dans cet excellent article que vous mentionnez, c'est aussi un peu le Forrest Gump du coronavirus, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était là un peu par hasard et qui, effectivement, à la fin, sous la pression, n'a pas franchement révélé des qualités extraordinaires, mais il a été plus ou moins à la hauteur de la situation. Surtout que le comparatif avec les autres leaders n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire il n'y a pas véritablement de personnalité ou de grands leaders qui aient été à la hauteur de la situation de cette crise, à mon avis. C'est encore une fois, du point de vue de la révélation, cette crise fonctionne un peu comme une machine à comparer les leaderships et les systèmes politiques et les systèmes étatiques. Mais vous savez que ça là, nous intéresse. Oui. Oui. Et dites-nous un petit mot sur Monsieur Macron et sur Madame Merkel, par exemple. Bah, écoutez, par exemple, Monsieur Macron, je pense franchement, j'ai été assez déçu par toute la première phase de sa gestion de la question. Je crois qu'il n'a pas, d'abord, pas du tout compris de quoi il s'agissait.
Là, il a fait l'erreur un peu churchillienne de Boris Johnson, c'est-à-dire face à une guerre ou face à une menace terroriste, aller au théâtre, ça peut être effectivement un geste de courage, mais face à une pandémie, aller au théâtre pour montrer que la vie continue et faire face, disons, ce n'est pas un geste ni de courage ni d'intelligence. Et à Et partir Madame de Merkel? ça, il y a eu toute une autre série de ratés, à mon avis, qui ont été un peu décevants. Madame Et Madame Merkel, Merkel? différente, comme d'habitude, plus solide, plus mesurée, moins de grands discours, moins de rhétorique guerrière et plus de stabilité et de constance dans sa ligne. Mais en même temps, aujourd'hui, de son côté, l'exigence, une très grande popularité en Allemagne, parce qu'elle est revenue à son époque d'or. D'ailleurs, tous les leaders, les bons et les moins bons, aujourd'hui, ont dans l'opinion, évidemment, un effet comme ça, de ralliement de l'opinion publique qui les booste tous pour l'instant. Même Trump est monté dans les sondages. Mais justement, l'Europe aurait aujourd'hui besoin d'un vrai leadership. Ce leadership ne peut venir que en large partie de l'Allemagne et malheureusement, Madame Merkel ne donne pas l'impression, encore une fois, de vouloir assumer ce rôle. Véronique Trier-Lenoir, sur les approches à la fois nord-sud dans l'Europe et est-ouest, et sur la solidarité européenne, votre sentiment, Véronique Trier-Lenoir? C'est très intéressant cette discussion parce que Pascal, vous avez commencé à interroger nos deux éminents éditorialistes sur les institutions européennes. Et on voit bien que les institutions européennes, y compris dans l'esprit de personnes qui connaissent bien la géopolitique, bah, c'est un puzzle de 27 dirigeants des États membres. Et d'ailleurs, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai. Actuellement, à l'heure où on est en train de se parler, c'est l'Eurogroupe qui se réunit et qui essaye, qui va, à mon avis, y arriver, de trouver une solution de relance économique. Mais l'Union européenne, c'est un ménage à trois. Et dans ce ménage à trois, me semble-t-il, les critiques qui ont été faites l'ont été bien évidemment vis-à-vis de tous les États membres parce que tout le monde a failli, mais l'ont surtout été vis-à-vis de la Commission européenne, dont il faut quand même rappeler ici qu'elle n'a aucune compétence propre en matière de santé, elle a ce qu'on appelle une compétence d'appui, ce qui veut dire qu'en gros, elle en est réduite à faire des recommandations par l'intermédiaire de ses agences et à recueillir les informations qui viennent des différents États. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'Italie, je ne pense pas que les États jacobins s'en soient mieux sortis que les États fédéraux, mais ce dont je suis sûre, c'est que si on veut plus jamais ça, il faut absolument construire une Europe qui soit capable de manière unitaire et coordonnée d'avoir des actions solidaires, d'avoir ce mouvement que, effectivement, comme notre ami Dampoli, je regarde avec beaucoup d'intérêt, qui est ce mouvement de solidarité des patients qu'on transfère d'un pays à l'autre, sauf que cette solidarité-là, elle a été totalement improvisée et que la solidarité, ça s'organise. Donc, de la coordination, c'est ce que nous avons actuellement. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une Europe forte. Alors, bien sûr, autour d'Angela Merkel, probablement, d'Emmanuel Macron également, probablement aussi. Mais n'oublions pas que dans cette Europe, nous avons des pays qui sont des pays dont les systèmes de santé sont fragiles. Typiquement, par exemple, la Roumanie. La Roumanie n'est pas encore touchée. Je peux vous dire que les collègues eurodéputés roumains sont très, très inquiets de ce qui pourrait se passer dans leurs hôpitaux qui n'ont pas les capacités de ceux de la France ni même de l'Italie. Donc moi, je voudrais qu'on parle d'Europe autrement qu'en parlant des dirigeants, parce qu'effectivement, si tout le pouvoir reste morcelé en 27,
on n'y arrivera pas. Oui. Et alors, dans ce que vous avez nommé le crash test de l'Europe au travers de cette crise, est-ce que l'on a les mêmes problèmes selon vous? Vous avez été une bonne observatrice, j'imagine, maintenant de là où vous êtes, mais vous avez été un médecin, chercheur, en tout cas très engagé dans la vie des hôpitaux et des grandes institutions de santé en France, notamment. Comment vous regardez ça? Est-ce qu'on a toujours les mêmes problèmes vis-à-vis du secteur hospitalier ou à peu près, les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de recherche, les polémiques scientifiques? Comment vous regardez ça? Donnez-nous rapidement en quelques mots votre sentiment sur cette situation. J'aurais tendance à dire que le point commun de tous les pays européens, c'est que personne n'était prêt à ce type de pandémie et que les systèmes de santé, en particulier les hôpitaux, réagissent en fonction des moyens qu'ils avaient, qui étaient par exemple plus importants en matière de réanimation en Allemagne qu'en France. Je dirais également qu'en matière d'approvisionnement, que ce soit de l'équipement de protection, des respirateurs ou des médicaments, tout le monde a été pris de court et que plutôt que de se faire la guerre des masques et de se les récupérer sur les tarmacs, voire même de se les voler, on devrait pouvoir donner à la Commission européenne les moyens d'avoir une réserve et de faire ce qu'elle a commencé à faire, c'est-à-dire des achats groupés. Dans l'avenir, il est absolument impératif que l'Europe retrouve sa souveraineté. Et pour retrouver la souveraineté en matière de médicaments, il faut relocaliser sur le territoire européen les sites de fabrication et de production, c'est-à-dire perdre cette épouvantable dépendance vis-à-vis de la Chine. Les systèmes de santé sont extraordinairement variables d'un pays d'Europe à l'autre. Les pays du Nord sont orientés vers la prévention, les pays du Sud sont orientés vers un hospitalocentrisme, les pays de l'Est sont très démunis en santé, quels que soient les secteurs. On va regarder un petit peu maintenant l'après-crise espérée, évidemment attendue et espérée. Giuliano D'Ampoli, selon vous, quelle est la capacité des États européens, peut-être avec quelques exemples, de rebondir? Évidemment, elle est très diversifiée, c'est bien le problème, c'est-à-dire que en ce qui concerne, par exemple, l'Italie, il y a une capacité, si vous voulez, culturelle, naturelle de l'Italie à rebondir dans les moments de crise. C'est une sorte de capacité, de culture d'inversion qui fait que l'Italie donne le mieux d'elle-même dans les situations de crise. Mais cela dit, elle ne dispose pas de beaucoup de marge budgétaire pour la relance qui sera nécessaire après cette période d'arrêt complet qui d'ailleurs vient s'ajouter à une performance économique des dernières années, même des 2 dernières décennies qui n'était pas du tout brillante. Dans d'autres cas, c'est un peu le cas de l'Espagne aussi, qui a quelques marges en plus, à mon avis, par rapport à l'Italie, mais qui se trouve, comme d'autres pays du sud de l'Europe, quand même dans une position d'une certaine faiblesse. Et puis, il y a d'autres pays, comme notamment, encore une fois, l'Allemagne, mais je pense la France elle-même, qui ont quand même beaucoup plus de ressources pour pouvoir repartir, qui auront, par exemple, dans le cas de l'Allemagne, quand même un choc intérieur qui sera beaucoup moins fort. Le problème de l'Allemagne, c'est qu'il s'agit quand même d'un pays exportateur et qui risque d'être engagé dans la recrudescence de la guerre commerciale qui s'annonce de plus en plus dure entre la Chine et les États-Unis. Bon, c'est encore une fois difficile de faire le point en 30 secondes. La vraie question, c'est de comprendre si nous considérons que cette question est une question, encore une fois, qui concerne les États un par un de façon individuelle, ou si il y a une question plus générale et collective de relance de l'Europe. C'est un peu tout ce qui est en train d'être discuté en ce moment.
Je ne voudrais pas que notre députée européenne présente dise que je personnalise trop. Pour autant, c'est une question qui nous est adressée par chat. N'est-ce pas, et je trouve une bonne question, n'était-ce pas le moment de donner un visage à l'Europe et faire sortir davantage, notamment la commissaire santé, si je comprends bien, je prononce son nom, Stella Kyriakídou, qui doit être une chypriote ou maltaise, Véronique Trier-Lenoir, non, c'est ça? Personne ne la connaît. Stella Kyriakídou, enfin, moi, je la connais, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Ah, bah oui. Très bien. Bah oui, vous avez de la chance. je la Les connais, Français ne la Stella connaissent pas, Kyriakídou. même les journalistes médicaux français, voyez-vous. Oui, mais ils connaissent pas beaucoup l'Europe et ils s'y intéressent assez peu. Donc, Stella Kyriakídou vient d'un pays dont on n'a pas l'habitude de parler en Europe, hein, qui est Chypre. Elle était effectivement commissaire à la santé et elle est psychologue clinicienne, donc elle connaît assez bien les problèmes de santé. Elle a été, comme tout le monde, tétanisée par cette crise. Elle est actuellement aux manettes pour essayer, comme je le disais tout à l'heure, de donner la première touche d'une relance de court terme, encore une fois, avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire extraordinairement faibles. Les compétences de l'Union européenne en matière de santé appartiennent aux États membres. Et je trouve très intéressant qu'on parle beaucoup de la France, qu'on parle beaucoup de l'Allemagne, qu'on parle beaucoup de l'Italie et de l'Espagne, mais n'oublions pas qu'il y a aussi à l'est de l'Europe des pays qui, encore une fois, sont dans une situation de fragilité, en particulier à santé, qui appellent à plus d'Europe, qui appellent à plus de solidarité. Vous voulez nous dire que nous sommes actuellement dans une phase où il y a une opportunité de faire l'Europe de la santé, mais la vraie, pas à 4, pas à 5, à 27. Alors, c'est une opportunité unique et qu'il ne faut pas louper. Vous nous dites donc que le temps d'une Europe de la santé est arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre de Gasquet, de cette... moi, je dois dire que moi qui suis un Européen convaincu, pour le moment, je dois dire que j'ai été un peu déçu quand même, parce que, par exemple, on parlait du visage de l'Europe. Le visage de l'Europe, quand on voit qu'il y a 2 jours, le président du Conseil européen de la recherche, qui est un Italien d'ailleurs, Mauro Ferrari, a donné sa démission brutalement parce qu'il considérait qu'il pouvait pas faire son job compte tenu des freins bureaucratiques qui lui ont été opposés ces dernières semaines, alors qu'il avait été nommé en janvier, donc c'est assez. Quel était son poste? Assez consternant. Il est président du Conseil. Il était président du Conseil européen de la recherche, donc c'était le monsieur scientifique dont on aurait voulu justement avoir quelques réponses, notamment sur évidemment les traitements, par exemple. Ce sujet de l'hydroxychloroquine, et qui est devenu un sujet presque obsédant en France. Évidemment qu'on aimerait avoir des éléments de réponse de la part de l'Europe sur des choses comme ça. Je dois dire que d'ailleurs, début avril, juste au moment du confinement, j'avais eu la chance d'interviewer Mario Monti. Ah, vous avez de la chance, vous. Vous avez de la chance d'avoir été confiné seulement depuis début avril. Non, je dis juste à partir du confinement, j'ai fait une interview téléphonique de Mario Monti et il se trouve que il s'est prononcé pour une Europe de la santé, pour une communauté de la santé. Communauté européenne de la santé, il reprenait un peu l'expression de communauté européenne de la défense qui avait été retoquée, comme vous vous souvenez, en 1954 par les Français d'ailleurs. Et j'ai trouvé que c'était quand même une belle formule, même si évidemment c'est un vœu pieux aujourd'hui, mais c'est quand même l'expression d'une aspiration. C'est vrai qu'on voudrait vraiment qu'il y ait une forme de coordination. Alors, je ne sais pas si ce sont c'est vraiment le chacun pour soi aujourd'hui, quoi. Oui, je ne sais pas si les internautes qui nous suivent sont tous européens, mais ça va
à peu près dans le même sens. L'Europe peut-elle encore affirmer, et elle le doit, sa solidarité pour sortir du confinement gagnant et renforcé dans les politiques de santé à l'échelle des pays membres? C'est Jean-Luc Stanislas qui pose cette question. Nous le saluons. Voilà. Je voudrais également maintenant, donc, selon vous, Pierre ou Giovanni d'Ampoli, le coronavirus, pour aller dans le sens de ce que dit Véronique Trier-Lenoir, c'est peut-être plutôt, selon vous, le début ou la fin de l'Europe? Certains éditorialistes qui un peu sentencieux ont annoncé d'un côté la fin de l'Europe, de l'autre côté le début. Essayez de nous aider à trancher en un mot. Giuliano d'Ampoli. Vous connaissez le mot du ministre des Affaires étrangères de Mao, c'est trop tôt sur la Révolution française, c'est trop tôt pour le dire. Donc, franchement, je ne m'hasarderai pas à faire une prévision de ce type. Mais c'est vrai que c'est un moment crucial. Et c'est vrai que du point de vue des instincts et des réflexes, on a vu quand même remonter quelque chose qui est le contraire de l'Europe, très franchement. J'ai vu très peu de réflexes européens et beaucoup de réflexes nationalistes. Alors, est-ce qu'il y aura la vision politique et l'intelligence même d'arriver aujourd'hui à trouver une synthèse européenne? C'est possible, moi je l'espère. Je ne suis pas du tout dans la position italienne de dire il y a les méchants pays du Nord qui ne veulent pas financer la relance européenne et les gentils pays du Sud qui sont en difficulté. Je pense qu'il y a, comme ça a toujours été le cas, des intérêts différents. On a vu que le cœur n'y est pas. Hein. Ça, c'est un peu la seule vraie inquiétude que je tire de cette période, c'est que même les plus européens, dans le moment de la crise et de l'urgence, n'ont pas eu de réflexe européen. D'accord. Et alors, vous qui suivez Giuliano d'Ampoli, vous qui suivez beaucoup qui auscultez comme un médecin les sociétés, notamment au travers des réseaux sociaux, c'était quand même largement ce que vous avez écrit dans votre précédent livre que je citais, notamment par Internet. Comment le diagnostic sur l'état des sociétés face à l'Europe dans cette crise? À votre avis? Encore une fois, les mauvaises nouvelles et les insultes et les thèmes négatifs circulent sur Internet et sur les réseaux sociaux 10 fois plus vite que les bonnes nouvelles et que les bonnes intentions. Donc, ce n'est pas nécessairement un baromètre fiable. Aujourd'hui, en Italie, il y a une page Facebook qui existe depuis une semaine pour la sortie de l'Italie de l'Europe, qui a déjà 1 million d'adhérents et d'amis, et ça en une semaine. Donc, mais heureusement, je crois que en plus, on va peut-être en parler, beaucoup quand même d'opérations de désinformation et disons, d'instigation au chaos qui sont en train d'être faites sur Internet par des sujets qui ont intérêt à ça. Nous sommes dans la position idéale. Tout le monde est coincé chez lui, tout le monde est sur les réseaux en permanence et tout le monde est dans un état de nervosité, de peur, d'incertitude. Donc c'est le climat idéal aussi pour diffuser des fake news et créer des conflits sur le réseau. Je vous propose d'écouter, et nous terminerons bientôt cette émission, le docteur Paul Garassus, qui est le président de l'Union européenne des cliniques, pendant quelques instants. Paul Garassus est un grand spécialiste de l'Europe par ses fonctions. C'est un médecin lyonnais, comme vous, je crois, Véronique Trier-Lenoir. Peut-être moins d'inquiétude économique aujourd'hui, car la crise est ubiquitaire et synchrone. La résilience des États membres comme garant de dernier recours et le support de la Banque économique européenne devraient nous aider à traverser cette épreuve. Une certaine frustration parce qu'il y a manifestement un manque de coordination et de coopération, une volonté d'être engagé, mais pour autant un raisonnement qui n'est pas suffisamment scientifique, des politiques de santé divergentes des fois, et un manque de collaboration. C'est surtout cela le plus grand manque actuel.
La question la plus grave, en fait, est, à mon sens, celle de la confiance. Aujourd'hui, on voit une Europe sous tension, avec des conflits ou des manques de coordination qui sont pénalisants. Les réponses sont souvent régionales, plus que nationales. La coordination entre l'Europe et les États membres est insuffisante. Elle se fait parfois dans le domaine du conflit. Au niveau de la presse européenne que je suis quotidiennement, 2 Français ont créé une parole importante et écoutée. Jacques Delors est sorti de sa réserve pour rappeler l'obligation morale de soutien, de solidarité et de communautarité face à la crise en cours. Le président Macron qui a évoqué d'emblée le jour d'après, car nous allons devoir revoir notre modèle médico-économique d'organisation des soins et de coopération sanitaire. Le modèle doit être basé aujourd'hui sur l'efficience, revoir les chaînes de valeur. Où sont les priorités de santé publique? Quelle est la pertinence des organisations pour à la fois répondre dans un soin optimal, c'est-à-dire coordonné, à la fois aux besoins des pathologies chroniques et en situation de crise d'avoir une réponse concertée. Aujourd'hui, le plus grand défaut est des réponses multiples, mal coordonnées, avec probablement une perte d'efficacité. Voilà. Voilà. Pour terminer notre émission, une question à tous les trois. À votre avis, ce que nous pouvons attendre, c'est plus de solidarité ou plus d'égoïsme, plus de nationalisme, plus d'autoritarisme ou au contraire, plus d'ouverture? Véronique Trier-Lenoir en un mot. En un mot, je redirais ce que j'ai dit en introduction. C'est une mise à l'épreuve de l'Union européenne, un crash test. Si nous ne sommes pas capables d'aller vers cette solidarité et vers de la coordination pilotée et gouvernée, alors ce sera l'échec de l'Europe de la santé. Giuliano D'Ampoli. Oui, le virus n'est pas nationaliste, mais les entrepreneurs politiques qui vont l'exploiter le sont. Donc, je crois que effectivement, il faudra beaucoup de force et de volonté politique pour combattre ça, parce que la pente naturelle vers laquelle nous allons est plus de nationalisme. Et plus de fermeture. Je pense que c'est difficile d'en douter. Je vous invite à lire ou à relire Les ingénieurs du chaos chez Lattès. C'est un peu prémonitoire. C'était pas toujours très gai, mais enfin intéressant en tout cas. Un très bel essai. Bravo. Pierre de Gasquet. Merci. Pierre de Gasquet. Moi, je dirais, c'est une opportunité que l'Europe ne peut pas rater parce que on a besoin d'un message de l'Europe, notamment peut-être au niveau scientifique d'ailleurs, parce que là, jusqu'à présent, on n'a pas eu beaucoup d'éléments. Et il y a des essais en cours. Par exemple, il y a l'essai Discovery qui est à l'échelle européenne. Je crois que tous les pays n'y adhèrent pas, mais sur les questions des vaccins, par exemple, l'Europe pourrait donner un signal majeur et qui serait crucial en ce moment. Qu'en pense le médecin que vous êtes resté, Véronique Trier-Lenoir, sur le vaccin, la recherche, vraiment pour terminer? Sur le vaccin et la recherche, les réseaux européens fonctionnent, ils sont bien organisés, ils sont probablement pas aussi puissants actuellement que les laboratoires de recherche US. S'agissant de l'essai Discovery, on devrait rapidement en entendre parler. Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas entendu parler avant. Ça, très très vite. C'est un essai clinique qui se caractérise, enfin dans le monde de la science, c'est du jamais vu, un essai clinique qui se met en place aussi rapidement, qui franchit aussi rapidement les barrières administratives effectivement très lourdes et qui par ailleurs devrait rapidement être exploitable. Avec, comme oui, merci que je ne connais pas. Ouais. Merci sur ce mot d'espoir. Comme vous vous en doutez, l'université du Change Management en médecine se range du côté de ceux qui espèrent et qui avancent et qui innovent. En tout cas,
qui pensent qu'il faut plus d'ouverture, sans doute, pour vaincre les fléaux qui s'abattent sur nous. Je voudrais remercier tout particulièrement le coprésident de l'Université du Change Management en médecine, Dominique Meigne. Un salut à lui. Je remercie celles et ceux qui ont fait cette émission. Évidemment, notre réalisateur Olivier Madard, Vecteur M, Françoise Millet, Victoire Morel, Nicolas Merlet, Julie Beltrami. Bon courage à tous et à toutes. Un salut amical à nos collègues soignants. À jeudi prochain. Merci.